Théorie de la paix en Orient. À l'époque où le Japon et la Russie ont tous deux envoyé des troupes en Mandchourie, la Russie ne fait qu'acheminer 800 000 soldats par le chemin de fer transsibérien, tandis que le Japon, après avoir traversé la mer et franchi le territoire de notre pays, fit avancer par mer et par terre 4 à 5 corps d'armée, leurs munitions et leurs vivres jusqu'aux abords du fleuve Liao. Même si tout cela avait été soigneusement planifié, comment cela aurait-il pu ne pas être risqué? Ce n'était en rien une stratégie sûre et complète, mais bien une guerre véritablement téméraire. Le trajet emprunté par l'armée japonaise passait par plusieurs ports coréens ainsi que par Shenzhen et la baie de Jinchu. Et une fois débarqué sur le continent, il est inutile de décrire des souffrances endurées sur les 4 ou 5 000 îles de mer et de terre et les allées de soie. À ce moment-là, l'armée japonaise bénéficiait heureusement d'une série de victoires. Mais elle n'avait pas encore traversé le Amiendo, ni conquis le Shun, ni remporté la victoire à Fentia, Shenyang. Si les autorités et le peuple coréen avaient d'une seule fois annoncé par proclamation que c'était le moment de se venger de l'assassinat injustifié de l'impératrice Myeonsong, Madame Min, par les Japonais en 1895, qu'ils avaient échangé des renseignements avec les troupes russes stationnées à Amgando et dans les deux provinces de Taiwan, et que les forces russes avaient lancé des attaques surprises puis s'étaient repliées en se battant avec les Japonais, et que la Chine, elle aussi, avait agi de manière coordonnée, comme durant la révolte de Boxer quelques années auparavant, en proclamant qu'elle voulait venger l'ancienne rancune de la guerre sino-japonaise de 1894 à Negabo, et que les habitants de Bukchon s'étaient soulevés, qu'ils avaient bien observé les points forts et faibles et proposé d'attaquer les endroits mal préparés, et s'ils avaient mené des raids en guerrier avec un pion et le voyant avançant, combattant puis se repliant pour tenir leur position. Alors il aurait été difficile pour les forces japonaises d'éviter d'être coupées entre les armées du nord et du sud et encerclées par l'ennemi de tous côtés. Si la situation militaire en était arrivée à un tel point, et les soldats russes stationnés à Liushun, fortière Fengtian, Shenyang aurait eu un esprit aiguisé, une ardeur redoublée, bloquant l'ennemi par devant et le harcelant par derrière dans un mouvement désordonné de va-et-vient. Alors les forces japonaises, privées de liaison entre les troupes de tête et l'arrière-garde, n'auraient pas pu assurer n'auraient pas pu assurer l'approvisionnement continu de munitions et en vivres et leur puissance militaire se serait irrémédiablement affaiblie. Dans ce cas, les plans stratégiques du général Yamagata Aritomo et du général Nogi Matsushika auraient été sans aucun doute réduits à néant. De plus, si à ce moment les dirigeants du gouvernement de la Chine impériale avaient laissé exploser leur ambition, ils auraient pu prendre leur revanche pour les vieilles rancunes sans manquer d'occasion. Les termes tels que droit international ou neutralité stricte, si souvent invoqués, ne sont rien d'autre que les ruses hypocrites des diplomates modernes et ne méritent même pas qu'on s'y attarde. On prétend que dans les actions militaires, il ne faut pas hésiter à tromper l'ennemi, à frapper là où il ne s'y attend pas, que le stratège calcule habilement, etc. Mais si les autorités du peuple avaient dû agir en cercle sans prétexte officiel, en déployant leurs forces et sans s'opposant franchement au Japon dans une confrontation violente et sanglante, que serait-il advenu des centaines de tempêtes et de bouleversements parsemés à l'Orient tout entier? Si toute chose en était venue là, les puissances européennes auraient vu là une belle occasion et se seraient empressées d'envoyer leurs troupes. Alors le Royaume-Uni aurait envoyé ses forces terrestres et navales stationnées en Inde et en Hong Kong pour se regrouper dans la région de Westphal et aurait sans doute engagé des négociations musclées avec le gouvernement chinois. La France aurait dirigé en même temps ses troupes terrestres et navales de Saigon et de l'île de Madagascar vers Jaiman et d'autres régions côtières. Des escadres orientales des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Autriche, du Portugal, de la Grèce, etc. se seraient alliées en mer de Boa, préparant un traité commun et espérant un partage équitable des bénéfices. Dans ce cas, le Japon, n'ayant d'autre choix, aurait dû mobiliser toutes ses ressources alimentaires et financières, travailler dur et jour à leur organisation, puis les acheminer en urgence vers la Mandchourie et la Corée. La Chine aurait lancé des appels à la mobilisation générale dans toutes les directions, réunissant la latte des troupes régulières et volontaires de Mandchourie,
du Shandong, du Henan, de Jinzhou et de Xianyang. Il aurait ainsi provoqué un vaste tumulte digne d'un combat entre dragons et tigres. Si un tel affrontement s'était produit, les horreurs que l'Orient aurait subies sont aisément imaginables, même sans qu'on les décrive. Mais à ce moment-là, ni la Corée ni la Chine n'agissent ainsi, bien au contraire, elles respectèrent leur traité à la lettre, sans bouger d'un poil, permettant au Japon d'accomplir de grands exploits en Mandchourie. Cela montre bien le degré de lumière, civilisation des élites coréennes et chinoises, ainsi que leur esprit sincère de paix pour l'Orient. Ainsi, les réflexions et les aspirations des personnes de valeur en Orient resteront un avertissement pour l'avenir. Or, vers la fin de la guerre russo-japonaise, au moment de la signature du traité de paix, les espoirs nourris par les esprits éclairés de Corée et de Chine furent malheureusement anéantis.